Sora d'OpenAI, Runway ou encore Genie 2 de Google DeepMind, ces outils font le buzz avec une promesse alléchante. Créer des vidéos spectaculaires d'un simple clic. Certains parlent déjà de révolution, d'autres de la mort tout simplement d'Hollywood. En 2023, les grèves massives du cinéma ont mis l'intelligence artificielle au cœur des débats. Mais derrière les promesses spectaculaires, une question reste en suspens. Quelles sont les limites de ces modèles? Peuvent-ils vraiment créer des vidéos parfaitement réalistes? Créer des vidéos crédibles, ce n'est pas juste aligner des suites de pixels. Un modèle capable de simuler le monde doit capturer les lois fondamentales de la physique, comprendre les phénomènes naturels et prédire leur évolution, même dans des contextes totalement inédits. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'intelligence artificielle un modèle de monde. La génération vidéo est une approche intéressante pour y parvenir, mais certains chercheurs la considèrent déjà comme une voie sans issue. C'est de faire un peu la même chose avec la vidéo. Prenons une vidéo et ensuite entraînons un grand réseau de neurones à prédire peut-être le futur de cette vidéo par exemple. Et ça marche pas. Mais alors pas du tout. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ces modèles échouent tout simplement à apprendre les lois de la physique, et pourquoi les fameuses lois d'échelle, qui prétendent qu'augmenter la taille des données et des modèles résout absolument tout, sont ici également invalides. On verra aussi quelles approches pourraient dépasser ces limites et permettre de véritables modèles du monde. Bienvenue dans le 7e épisode de 5 minutes un papier, où on va explorer les promesses et les limites réelles de la génération de vidéos par intelligence artificielle. Les modèles de génération vidéo occupent aujourd'hui une place centrale dans les discussions autour de l'intelligence artificielle. Mais comme leurs cousins les LLM, une question cruciale se pose. Ces modèles peuvent-ils réellement généraliser à des exemples qu'ils n'ont jamais vus? Ou ne font-ils que recycler des motifs et mémoriser ce qu'ils ont appris? En intelligence artificielle, mesurer la capacité d'un système à généraliser est essentiel. Et du côté de la génération vidéo aussi, le scepticisme est de mise. Prenons Sora d'OpenAI, tout juste sorti il y a quelques jours. Présenté comme une révolution, il illustre pourtant à merveille les limites des modèles actuels. Le coût est déjà un frein. Une vidéo de 5 secondes en 720p coûte 60 crédits. Avec un abonnement standard à 20 $ par mois, vous n'en avez que 1000. En clair, votre compte en banque s'épuisera bien plus vite que votre créativité. Mais le véritable problème, c'est que Sora peine à comprendre la physique la plus élémentaire. Les objets changent de couleur, apparaissent et disparaissent ou changent de forme. Et les vidéos restent extrêmement courtes, faute de pouvoir modéliser des interactions complexes sur une durée prolongée. Ajoutez à ça des problèmes de cohérence avec les prompts. Les vidéos suivent difficilement les instructions données, ce qui rend leur utilisation pratique assez difficile. Pendant des mois, le public a dû se contenter de démos bien sélectionnés qui visent à alimenter le buzz et les attentes, mais qui empêchent d'avoir un recul critique et de tester les capacités de ces modèles. Et le dernier en date, c'est bien sûr le modèle Veo 2 de Google DeepMind, qui lui semble plus performant que Sora sur un ensemble de benchmarks, mais qui reste de nouveau inaccessible et fermé, rendant son évaluation critique impossible. Une fois disponibles, des modèles comme Sora exposent leur fragilité. Loin de révolutionner la vidéo, il montre surtout qu'on est encore très loin d'avoir des générateurs capables de créer des simulations crédibles du monde réel. Car, pour aller plus loin, ces modèles ne doivent pas simplement créer des vidéos, mais devenir des modèles de monde. Un modèle de monde, c'est un système qui peut prédire l'évolution de situations inédites en se basant uniquement sur des observations initiales, en capturant les lois fondamentales qui régissent notre univers. Sans cette compréhension, pas de génération de vidéos vraiment crédibles, ou de monde virtuel assez réaliste pour entraîner des agents. Cela soulève une opposition fondamentale dans la recherche actuelle en intelligence artificielle. Certains chercheurs, comme Yann Lequin, pensent que les modèles génératifs ne sont pas adaptés pour créer des modèles de monde. Ils préconisent des approches alternatives, comme celle explorée par le Dino World Model, dont on va parler très bientôt, ou encore les modèles GEPA, également créés et introduits par Yann Lequin. Ces alternatives consistent à prédire un espace latent plutôt que prédire directement des pixels. Pour départager ces deux approches, il nous faut savoir si les modèles génératifs actuels peuvent découvrir les lois fondamentales de la physique.
Pour répondre à cette question, les auteurs de l'article d'aujourd'hui, How far is video generation from world model a physical law perspective, ont pris une approche simple et contrôlable, utiliser un simulateur physique plutôt que de capturer des scènes du monde réel. Ils se sont appuyés sur le moteur physique Box 2D qui permet de créer des simulations réalistes de mouvements et d'interactions en 2 dimensions. Avec ce simulateur, ils ont généré des scénarios variés, chacun défini par plusieurs degrés de liberté, comme la masse d'un objet ou encore sa vélocité initiale. En complément, ils ont utilisé le benchmark FEAR, qui propose des puzzles basés sur des interactions physiques très simples. Les modèles testés sont basés sur des architectures bien connues dans le domaine des générateurs actuels. Des modèles de diffusion, les Diffusion Transformers, similaires à ceux utilisés par Sora. Tout comme en génération d'images, les modèles de génération de vidéos partent d'un bruit qui va être retiré itérativement pour créer un contenu de toute pièce. Mais contrairement à la génération d'images, les modèles sont entraînés pour débruiter également la dimension temporelle. Ce type de prédiction demande non seulement une compréhension spatiale efficace, mais aussi une capacité à généraliser les dépendances temporelles sous-jacentes. En générant la totalité de la vidéo, on essaye de limiter les incohérences temporelles, mais on limite également fortement la longueur du contenu qu'on peut générer. D'autres modèles, comme par exemple Genie 2 de DeepMind, sont entraînés pour prédire une frame à partir d'un contexte limité. Généralement, on prend les 3 frames précédents ou un certain nombre de frames précédentes. Ce type de modèle autorégressif, ils permettent de générer des contenus divers, mais on prend également le risque d'introduire des incohérences. Pour pousser les modèles de diffusion vidéo dans leur retranchement, les auteurs ont conçu 3 scénarios. Dans le premier scénario, les objets se déplacent horizontalement à vitesse constante. Ça permet de voir s'ils comprennent le principe d'inertie. Un objet continue son mouvement en ligne droite tant qu'aucune force extérieure ne l'influence. Le deuxième scénario simule des collisions entre 2 objets de taille différente. Ce test vise à vérifier si le modèle peut apprendre les principes de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Enfin, le troisième scénario représente une balle qui chute sous l'effet de la gravité après avoir été lancée horizontalement. Ici, on évalue si le modèle peut intégrer le second principe de Newton, celui qui décrit comment une force agit sur un objet pour modifier sa trajectoire. Ces scénarios y servent de base pour 2 types d'évaluation. Premièrement, l'interpolation, ID, et ensuite l'extrapolation, out of distribution, ou OOD. Dans le cas de l'interpolation, on teste les modèles avec des données provenant de la même distribution statistique que celles utilisées pendant l'entraînement. Les masses et les vélocités initiales des objets restent dans des plages qui sont connues. Par contre, dans le cas de l'extrapolation, les modèles doivent prédire des résultats pour des scénarios où les propriétés des objets dépassent les limites des données d'entraînement. Par exemple, des vitesses ou des masses nettement supérieures ou inférieures à celles qui ont été vues pendant l'entraînement. Les auteurs introduisent un 3e type d'évaluation, plus complexe, qui concerne la généralisation combinatoire. Et c'est un concept qui est particulièrement intéressant. Contrairement à l'extrapolation, où les propriétés des objets changent, la généralisation combinatoire explore comment les modèles manipulent des combinaisons inédites d'objets déjà connus. Par exemple, un modèle qui a appris séparément le comportement d'une balle, d'une jarre et d'un mur doit prédire correctement une scène où ces 3 objets interagissent simultanément pour la première fois. Ici, c'est le benchmark FEAR qui est utilisé pour générer des scénarios. Alors maintenant, comment est-ce que les auteurs peuvent concrètement évaluer les prédictions des modèles? Pour ça, ils prédisent les prédictions du modèle, par exemple la position et la vélocité des objets prédites par le système, aux résultats exacts fournis par le simulateur physique. Si les prédictions du modèle s'alignent avec ces calculs physiques, cela indique qu'il a peut-être compris les principes sous-jacents. Les fameuses lois d'échelle, dont beaucoup parlent sur Internet et sur YouTube, reposent sur une promesse séduisante. Alors, les scaling laws, ou lois d'échelle en effet en français, c'est des lois empiriques qui décrivent l'évolution des performances des systèmes d'IA. En entraînant des modèles plus gros sur plus de données, on obtient des modèles qui sont meilleurs de façon prévisible. Ça en permet en effet de voir l'avenir, d'extrapoler grâce à ces scaling laws. Augmenter la taille des modèles et des jeux de données suffirait à améliorer les performances des modèles et à leur permettre de généraliser à des situations qui sont inédites. L'idée semble simple, presque un peu magique, et elle a été largement popularisée dans la communauté de l'intelligence artificielle, principalement par des chercheurs venant d'entreprises comme OpenAI. Mais comme nous l'avons exploré dans un épisode des AI News, cette promesse se heurte à la réalité des faits scientifiques.
These people, they refer to scaling laws. The key question here, of course, is, well, how do you measure performance? What it is that you're actually improving by adding more compute and more data? The way you measure performance is not a technical detail. It's not an afterthought. Cette étude, elle s'attaque à une question qui est similaire. Est-ce que les lois d'échelle sont valides lorsqu'il s'agit de modéliser le monde physique à travers la génération vidéo? Est-ce qu'ajouter plus de puissance et plus de données, ça suffit pour franchir un cap et produire des modèles de monde? Et pour justement répondre à cette question, les auteurs ont testé des modèles de taille variée, entraînés sur des jeux de données de taille tout aussi diverses. Pour voir les résultats, commençons par l'analyse des erreurs de vitesse représentées dans la figure 3. Ici, les chercheurs ont comparé les prédictions des modèles avec les états réels simulés pour les 3 scénarios différents. Sur l'axe horizontal, on voit la taille des jeux de données d'entraînement, de 30 000 à 3 millions de vidéos. Sur l'axe vertical, on voit l'erreur des vitesses prédites. En gros, plus la courbe se situe dans le bas de la figure, mieux c'est. Les courbes pleines montrent le résultat pour l'évaluation lorsque les données sont dans la distribution d'entraînement, alors que les pointillés montrent les résultats out of distribution, lorsque l'évaluation est hors de la distribution d'entraînement. Dans chaque cas, 3 tailles de modèles ont été évaluées. Le Diffusion Transformer, Small, Big et Large. Alors, que se passe-t-il lorsque le modèle est confronté à des scénarios qui sont similaires à ce qu'il a vu pendant son entraînement? Et bien pour ça, les courbes pleines montrent que les modèles s'améliorent de manière significative à mesure qu'on augmente la taille des jeux de données et des modèles. Avec suffisamment de données, les modèles, ils atteignent presque la perfection. En gros, ils reproduisent les lois physiques avec une précision remarquable. Mais lorsqu'on les teste avec des scénarios qui sont en dehors de la distribution de leur jeu d'entraînement, là, c'est une toute autre histoire. Observez les courbes pointillées. Ce qu'elles révèlent, c'est des erreurs importantes et persistantes, même lorsqu'on augmente la taille des modèles et des jeux de données. En clair, ce qui se passe, c'est que dès que les scénarios testés s'écartent un peu trop des données d'entraînement, ces modèles échouent à généraliser et il n'y a aucune amélioration observable. Et ces indices, ils pointent tout simplement vers une invalidité des lois d'échelle. Les résultats, pour l'instant, ils sont assez clairs. L'échelle seule, ça suffit pas. Même si les lois d'échelle ont contribué au succès de modèles comme Sora, elles sont insuffisantes pour permettre aux modèles de découvrir des lois physiques fondamentales. Il y a des limites profondes aux capacités de généralisation des modèles actuels. Et augmenter la taille des modèles et des jeux de données n'y change rien. Alors regardons la généralisation combinatoire parce que ça nous offre un autre angle qui est très intéressant. Ici, les chercheurs ont généré des scénarios impliquant plusieurs objets, en variant les tailles, les positions et les interactions. L'idée, c'était de tester si le modèle pouvait combiner des concepts qu'il connaissait déjà pour prédire des situations nouvelles. Les résultats montrent des tendances intéressantes. Prenez par exemple la colonne abnormale du tableau 2, qui mesure en gros le taux de vidéos jugées incohérentes ou physiquement impossibles par des évaluateurs humains. Avec seulement 6 templates, le modèle DIT-XL produit des vidéos incohérentes dans 67% des cas lorsqu'il est confronté à des situations qu'il n'a jamais vues. En revanche, pour des scénarios correspondant au template d'entraînement, ce taux il tombe à seulement 3%. Donc ça veut dire qu'il génère très peu de vidéos jugées anormales lorsque les scénarios sont similaires à son jeu d'entraînement. Par contre, il génère beaucoup de vidéos bizarres physiquement lorsque ces scénarios sont en dehors de son jeu d'entraînement. Alors avant de continuer, il faut bien comprendre ce que c'est un template dans cette étude. Ici, un template, c'est une configuration spécifique d'objets. Par exemple, on a une boule rouge qui interagit avec 4 objets qui sont choisis parmi 8 types d'objets possibles. Comme par exemple des barres fixes, des jarres dynamiques ou des groupes de boules. Donc, lorsqu'on passe de 6 à 60 templates, le modèle il est exposé à une plus grande variété de combinaisons d'objets. Et ce qui se passe là dans le cas avec 60 scénarios, c'est que le taux d'erreur dans les scénarios inédits chute drastiquement, passant de 67% donc à seulement 10%. Donc là on a une preuve, ou en tout cas un indice, qui nous montre que la diversité, bien plus que la simple quantité d'informations, est essentielle pour bien généraliser. Cependant, même avec des templates variés, on observe une limite au scaling. Au-delà d'un certain point, ajouter des données ou des templates n'améliore plus significativement les performances. Cela montre que la diversité seule ne suffit pas. En gros, les lois d'échelle ne s'appliquent pas non plus lorsqu'on l'applique simplement à la diversité des données. Par contre, un point intéressant, c'est que les modèles plus grands, comme le DIT-XL, surclassent systématiquement les modèles plus petits.
surtout sur des tâches complexes. Ça confirme quand même que la taille des modèles, ça joue un rôle crucial dans leur capacité à capturer et interpréter des interactions complexes. Mais cette montée en puissance, elle a un coût et surtout des limites. Plus de données et des modèles plus grands, ça veut surtout dire des besoins en calcul toujours plus élevés. On atteint donc rapidement des limites pratiques pour des gains de performance qui sont toujours plus petits. De nouveau, ici aussi, on voit rapidement les limites des lois d'échelle. La recherche en intelligence artificielle, elle s'oriente de plus en plus vers des méthodes qui privilégient la qualité des données plutôt que de simples quantités. Donc il s'agit de pas simplement empiler des montagnes de vidéos, mais plus de sélectionner intelligemment les données qui apportent un véritable gain de performance. Ces résultats nous montrent qu'en optimisant la diversité et la pertinence des données, on peut aider un peu les modèles à combiner divers concepts. De nouveau, et je le rappelle encore, ce qui est essentiel dans la méthodologie en IA, c'est d'évaluer la capacité de généralisation. Et donc pour tester ça un peu plus profondément, les chercheurs, ils ont retiré volontairement certaines valeurs pour certaines propriétés des simulations lors de l'entraînement. Par exemple, l'entraînement peut contenir que des objets qui se déplacent très lentement ou très rapidement. Mais le modèle ne rencontre jamais de valeur intermédiaire pendant l'entraînement. Ensuite, on lui demande de prédire des scénarios où ces vitesses inconnues apparaissent. Ça permet de voir si le modèle il est capable d'interpoler. En gros, de deviner des valeurs intermédiaires qui se situent entre celles qu'il connaît déjà. Ou de voir s'il produit des erreurs et qu'il est donc incapable de combler les trous dans ses connaissances. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça avec d'autres propriétés. Par exemple, la masse, la forme ou la couleur des objets, pour voir comment le modèle va réagir. Alors voyons ce que ça donne. Dans le premier graphique de la figure 5, on voit les résultats pour la vitesse dans un scénario de mouvement uniforme. Les zones grises, c'est tout simplement les valeurs qui sont données au modèle pendant l'entraînement. Et les zones blanches, c'est les valeurs qui sont manquantes, et donc on va demander au modèle de combler. On voit dans le premier graphique que les trous dans les données sont larges. Le modèle est confronté à des vitesses moyennes qu'il n'a jamais vues pendant l'entraînement. Et là, plutôt que de suivre la loi d'inertie, représentée par la ligne rouge en pointillé, le modèle triche. Il s'appuie sur ce qu'il connaît, soit des vitesses lentes, soit des vitesses rapides, pour faire des prédictions. Et le résultat, c'est que les valeurs prédites dévient largement du résultat idéal. Ici, les valeurs prédites par le modèle, c'est les points noirs sur le graphique, et l'idéal, c'est la loi d'inertie qui est représentée par la ligne rouge. On voit dans ce premier cas que les prédictions du modèle, qui sont les points noirs, vont se diriger, vont être déviées vers les valeurs qu'il connaît déjà, plutôt que vers la loi d'inertie qui est représentée par la ligne rouge. Donc dans ce premier cas, on voit clairement que le modèle est incapable de prédire correctement les vitesses dans les zones manquantes. Il fait des erreurs parce qu'il est influencé par les vitesses qu'il a vues pendant l'entraînement. Dans les graphiques suivants, on voit qu'à mesure que l'écart entre les vitesses connues et inconnues se réduit, le modèle parvient à interpoler plus précisément et à deviner les vitesses manquantes. Alors, que peut-on en conclure ? Plus les trous dans les données sont grands, moins le modèle est capable de généraliser. De nouveau, la diversité des données d'entraînement semble jouer un rôle clé. Même sans augmenter la taille totale des jeux de données, élargir les plages couvertes, ça permet au modèle de mieux appréhender des situations qui sont inédites. Ça montre que sous certaines conditions strictes, un modèle d'IA peut effectivement prédire des comportements qu'il n'a jamais vus. Mais on va se poser encore quelques questions. Comment agit un modèle de génération lorsqu'il génère une vidéo ? Quel est son modus operandi ? Quelle information va-t-il privilégier ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ces modèles ne semblent pas être capables d'extraire des règles vraiment universelles, mais plutôt de s'appuyer sur une mémorisation et une imitation qui est basée sur des cas spécifiques. Par exemple, lorsqu'un modèle est entraîné sur des vidéos de mouvement uniformes dans des directions limitées, il va générer des résultats biaisés en se basant sur les exemples d'entraînement qui sont les plus proches. Si les données incluent des vitesses élevées mais pas des vitesses basses, le modèle tentera de combler les lacunes en associant des exemples similaires mais incorrects. Par exemple, en inversant la direction d'un mouvement. Cette stratégie, dite de pattern matching avancé, limite sévèrement leur capacité à généraliser en dehors des données d'entraînement. Et c'est un phénomène qu'on retrouve quasi exactement dans les LLM. Ensuite, lorsqu'il s'agit de choisir quelle information privilégier, les modèles de génération vidéo montrent une hiérarchie qui est assez claire. Ils priorisent la couleur avant tout, suivi de la taille, puis de la vélocité et enfin de la forme de l'objet. Par exemple, dans des tests où des balles changent de couleur ou de forme,
Les modèles respectent toujours la couleur, mais négligent souvent la forme. De même, dans des scénarios combinant la taille et la vélocité, une légère préférence pour la taille est observée. Et cette priorisation des attributs, elle explique pourquoi ces modèles ont du mal à préserver certains détails, comme les formes, dans des situations où on leur demande de générer des vidéos qui sont en dehors de leur jeu d'entraînement. Il y a plusieurs pistes pour expliquer les échecs des modèles de génération de vidéos. La première piste, c'est l'ambiguïté visuelle. Pour modéliser la physique de manière précise, une représentation visuelle, elle doit fournir des informations suffisamment claires et détaillées. Or, les expériences montrent que ces modèles échouent souvent face à des détails subtils. Par exemple, ça peut être difficile de déterminer si une balle peut passer à travers un espace entre deux objets, simplement en se basant sur la vision quand les différences sont inférieures à un seul pixel. Ça conduit à des résultats visuellement plausibles mais physiquement incorrects. Ces imprécisions, elles révèlent que s'appuyer uniquement sur des représentations visuelles, ça reste peut-être insuffisant pour capturer la complexité du monde physique. La deuxième piste possible, c'est ce qu'on appelle en physique le découplage des échelles. On ne peut pas déduire les lois fondamentales qui régissent le monde simplement à partir d'observations macroscopiques, comme des vidéos ou des images. Ces représentations, elles capturent qu'une approximation simplifiée de la réalité sous-jacente. Tout comme il a fallu construire des outils comme les accélérateurs de particules pour révéler les lois fondamentales, le futur de l'IA pourrait nécessiter des données bien plus riches et surtout directement connectées au monde réel, comme des interactions directes par exemple. Surmonter cette barrière, ça exige non seulement plus de données, mais des données plus qualitatives, qui traduisent fidèlement les lois physiques. Et puis d'autres pistes intéressantes émergent pour dépasser ces limites. Une approche prometteuse, elle consiste à intégrer des connaissances préalables directement dans les modèles. Concrètement, l'idée, ça serait d'ancrer les principes physiques dans la structure de leur espace latent. Ça permettrait de guider les modèles vers des prédictions plus robustes et interprétables, tout en améliorant leur capacité à extrapoler. Mais on peut aller encore plus loin. Une autre piste intrigante, elle réside dans l'utilisation de moteurs physiques pendant l'entraînement et la génération, comme le moteur Genesis qui est sorti récemment. Genesis, c'est un moteur physique différenciable qui est conçu pour des applications en robotique et en intelligence artificielle. Genesis va au-delà de la simple simulation, il peut générer des données à partir de descriptions en langage naturel et simuler une large gamme de phénomènes physiques. Ces outils, en fait, ils pourraient à terme fournir des environnements d'entraînement riches et réalistes, capables d'enseigner aux modèles à mieux respecter les lois physiques. Mais bien sûr, ce sujet qui est fascinant n'a pas échappé à la récupération sur les réseaux sociaux, faisant pulluler le bullshit habituel. Avec des vidéos au titre racoleur comme « Le projet Genesis vient de lâcher des légions de robots dans la réalité ». Bref, encore une occasion pour certains de surfer sur le buzz, plutôt que de proposer une analyse sérieuse. Sinon, il y a d'autres modèles dont on a déjà parlé et dont on va parler dans de futurs épisodes de 5 minutes en papier, comme par exemple Dino V2 et Dino World Model, ou encore les modèles GEPA, tous introduits par Yann Lequin. Ces modèles, ils explorent des voies qui sont peut-être encore plus prometteuses en se détournant du côté purement génératif. Alors, d'après vous, d'où viendra la prochaine révolution ? Que pensez-vous de Sora qui vient d'être publié par OpenAI ? Et surtout, pensez-vous que la génération de vidéos est une voie prometteuse pour créer des modèles de monde et de manière générale en intelligence artificielle? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais connaître votre avis. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Également, n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et comme toujours, surtout restez curieux, restez également critique face aux avancées de l'intelligence artificielle. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!